Voilà, donc je poursuis ma petite analyse. Ici, j'ai établi les 4 premières mesures. J'ai été obligé de modifier l'écriture que j'ai adoptée, ces valeurs indéterminées écrites par des rondes. Là, j'ai été obligé d'écrire l'écriture mesurée telle qu'elle est écrite parce que la ronde ne pouvait pas résumer le texte de manière assez claire. Enfin, j'aurais pu le faire. Je vais même le faire ici très rapidement. Cet élément-là pourrait être écrit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, soyons clairs, dans chaque mesure, il n'y a qu'une seule harmonie, tout simplement. Or, dans cette mesure, il y a 2 harmonies. Il y a la quarté sixte, mais je vais y revenir le moment venu. Et cet élément-là, qui est la corde dominante, a cette forme. Fa dièse, do dièse, la dièse, mi. Voilà. Mais simplement, c'est le mi qui se poursuit mélodiquement. Hein, voilà. Donc, ce que je voulais dire, première observation, 4 mesures et 4 mesures, et l'élément important du point de vue de l'écriture, c'est que le petit coucou indiqué par Couperin, le petit coucou 2 fois, est fait avec ces 2 notes. On a bien si, fa, et ici, donc tout ça est cohérent, et ici il y a un décrochage, on a fa, si. Voilà, je vais le faire entendre juste à ce moment-là. On a bien le début, on a bien ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans l'aigu cette fois-ci, il y a un renversement de l'élément qui est en haut, qui donne donc une variété dans le jeu, c'est-à-dire que l'harmonie est toujours cohérente, mais il y a finalement une impression de variété et à aucun moment de monotonie, certainement pas. Hein. Donc ici, ce changement est à noter. Hein. Voilà, je suis ici où l'accord devient majeur, et cette fois-ci... ce déroulement des opérations, si j'ose dire. Alors, maintenant, je voudrais montrer, j'ai montré ça, j'insiste bien, sur l'incorrection de l'écriture. Encore une fois, attention, il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit, ça n'est pas incorrect, c'est très très beau et très très bien. Si c'était chanté à 4 voix, ça ne serait pas, mais il ne l'aurait pas fait. J'ai donné l'exemple de Bach. Maintenant, j'arrive ici. Je voudrais montrer, j'en profite au risque d'être un petit peu lourd par mes répétitions, je voudrais montrer une fois de plus les 3 derniers éléments, et ça, puisque nous sommes dans l'étude, dans le cadre de l'étude de Couperin, je ne vais pas très loin dans l'étude de l'harmonie chez Couperin, de toute façon c'est une harmonie assez simple dans son ensemble, on le voit bien ici, mais elle est quand même subtile à certains moments. Ce que je veux montrer, ce sont les 3 notes de basse finale. On les retrouve ici. Il faut en profiter pour s'en persuader une fois de plus. Quelles sont les 2 notes finales d'une phrase musicale parfaite, c'est-à-dire qui se termine par une cadence parfaite? C'est bien dominante tonique. On a bien ici fa dièse, si. Ça, c'est une chose. Mais quelle est la 3e note avant la fin? C'est la sous-dominante. D'où, je dis bien, la note sous-dominante. D'où le terme qu'on emploie parfois d'accord de sous-dominante, même quand ça n'est pas un accord de sous-dominante. On veut dire par là l'accord qui est placé sur la sous-dominante et l'accord qui précède la dominante cadentielle. Moi, comme on le sait, je l'ai beaucoup dit, j'emploie le terme de prédominante. Tout simplement, c'est le terme, l'accord qui précède la dominante et qui est placé sur la note en tant que note sur la sous-dominante. Donc j'ai ici les 3 dernières notes, mi, fa dièse, si, comme on aurait en do, fa, sol, do, bien sûr. Et il y a un petit élément qui m'intéresse. Bon, d'abord, c'est de décrire cet accord. Je pose la question de quel accord il s'agit. Je le dis tout simplement ici, très simplement. Il s'agit de l'accord mi, je le lis d'ailleurs, mi, do dièse, si, sol. De quel accord s'agit-il? Ça, c'est très important. Ça n'est pas une chose secondaire. Et c'est un des éléments qu'on trouve chez Couperin beaucoup. Donc, on en profite pour bien observer, c'est l'accord, je l'écris à l'état fondamental. Mais parler d'état fondamental est un peu une hérésie en fait. Hein. Parce qu'au XVIIIe siècle, chez des gens comme Couperin, il n'y avait pas forcément, ça aussi c'est important, voilà, j'en parle un petit peu. Alors je dis de quel accord il s'agit. Il s'agit de l'accord à l'état fondamental qui serait, j'emploie bien le conditionnel, qui serait l'accord do dièse mi sol si.
Je redis bien, Do dièse, Mi, Sol, Si. Je l'écris ici. Do dièse, Mi, Sol et Si. Alors, avec une vision moderne des choses, et là, comme nous parlons de Couperin, nous sommes dans un monde encore qui appartient à une vision plutôt ancienne des choses, nous disons, sous l'influence de gens comme Jean-Philippe Rameau, qui était son contemporain, et qui a instillé, à juste titre, souvent, mais pas forcément toujours, il n'y a pas toujours de pertinence dans cette manière de voir les choses, la notion de renversement d'accord. Alors, je ne suis pas totalement fou. Je sais bien que quand on dit Mi, Sol, Do, c'est bien le renversement de l'accord Do, Mi, Sol. Donc la notion de renversement est pertinente. Il n'est pas question d'aller dire que l'accord Mi, Sol, Do ne serait pas un accord de Do ou ferait un accord mystérieux. Bien sûr qu'il s'agit du premier renversement de l'accord de Do majeur. Mais cette analyse du renversement n'est pas toujours valable, n'est pas toujours valide. Et en tout cas, à l'époque de Couperin, ça n'était pas toujours le cas. Donc quand on regarde cet accord ici, c'est l'accord en fait à partir de Mi qui est à la basse, donc il se trouve un Do dièse. L'accord est celui-ci. En fait, cet accord est bien un accord de sous-dominante, c'est-à-dire en Si mineur, il y a bien la présence en soi d'un accord Mi, Sol, Si, c'est-à-dire d'un accord de Mi mineur, donc de l'accord de sous-dominante, donc d'un accord de quinte, ça c'est bien la quinte, auquel se rajoute une sixte, d'où le chiffrage de cet accord 6 et 5. 5 signifie bien que c'est l'accord Mi, Sol, Si, et donc il y a bien la quinte Si dans cet accord, et 6 signifie bien qu'il s'agit de l'accord Mi, Sol, Do dièse, accord de sixte, où c'est globalement un accord de sixte, et le Do dièse est bien la sixte. Ça c'est bien globalement un accord de quinte, c'est bien un accord de quinte, et le Si est bien la quinte. La présence et de la sixte, et de la quinte, pardon, et de la sixte en font un accord de chiffrer quinte et sixte. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté qui remonte à assez loin, évidemment, ça n'est pas une innovation du début du XVIIIe siècle, c'était extrêmement présent au XVIIe siècle, évidemment. Cet étagement sur la sous-dominante en tant que note précédant la dominante, à la fois de la quinte et de la sixte. Maintenant, dire qu'il s'agit d'un renversement d'un accord de septième du deuxième degré, je l'ai fait moi-même pour des raisons pratiques, notamment dans mon deuxième chapitre, où j'ai consacré une unité sur l'accord de septième du deuxième degré. Je l'assume, bien sûr, mais à l'occasion de cette étude de Couperin, je dis qu'il faut faire attention à cette représentation qui n'est pas toujours extrêmement pertinente. Elle a un côté pratique, mais elle peut amener à des confusions sur l'état d'esprit avec lesquels sont employés ces accords. Voilà. Alors, je vais utiliser ce qui me reste de peu de place sur le tableau pour montrer un tout petit élément qui peut paraître tellement succinct qu'il ne vaudrait peut-être pas la peine qu'on y fasse particulièrement attention. Je pense que la maîtrise de l'écriture et la maîtrise de la compréhension d'une écriture, celle de Couperin en l'occurrence, demande une attention fine sur les petits éléments, comme ça, sur des petits éléments comme celui que je vais montrer. Je montre ici l'accord 6-5 en Do majeur. Je suis en Do majeur. J'aurai donc par exemple Fa, La, Do, Ré. J'écris tout en clé sol pour que ce soit extrêmement lisible. Alors cet accord chiffré 6-5, encore une fois, c'est bien à la fois un accord de sous-dominante, en Do majeur, qui est Fa, La, Do, et en même temps un accord de sixte qui est Fa, La, Ré. Eh bien cet accord précède, comme je le dis, il est l'accord de prédominante, il précède la dominante, et donc il s'enchaîne tout naturellement à ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette note, la sixte, le Ré, est déjà en place, reste à sa place pour être la quinte de l'accord de dominante. Et puis suivra l'accord de tonique. Bon, ça c'est une chose, évidemment, qu'il faut bien maîtriser, bien écrire. Donc on a envie de dire, c'est peut-être pas tout à fait le moment, alors qu'on a déjà le Ré en place, d'utiliser l'accord de quarte et sixte de cadence, c'est-à-dire ceci. Pardon, je permets, c'est-à-dire ceci. L'accord Sol, le Fa monte sur le Sol, le La descend sur le Sol. J'ai une doublure de Sol. Le Do reste Do et le Ré monte sur Mi pour faire la quarte et sixte qui est, rappelons-le, une double appoggiature. Certains disent que c'est un accord de Do. Attention, ça n'est pas un accord de Do. Encore une fois, revenons à cette conception des renversements. De manière extrêmement plate,
extrêmement plate, j'insiste là-dessus, je constate, je vois sol, je vois que c'est un accord de Do, puisqu'il y a les trois sons, le Do, le Mi, le Sol, je vois que c'est sur Sol, je dis donc c'est un deuxième renversement, une carte Six, un deuxième renversement de l'accord de Do. Eh bien non, il ne s'agit pas d'un deuxième renversement de l'accord de Do, mais d'une double appoggiature de la quinte et de la tierce et de la quinte. La sixte est l'appoggiature de la quinte, la quarte est l'appoggiature de la tierce. En fait, il s'agit d'un accord de Sol pourvu de deux appoggiatures. Ce que je veux montrer ici, on s'étonnera peut-être de mon insistance sur des éléments aussi ténus, c'est que le Ré doit monter sur le Mi pour aller sur... En général, ce que je veux dire, c'est que là, on le dit dans les traités d'harmonie, on dit quand vous écrivez ou quand il existe une carte sixte, on vient sur l'accord, sur cet ensemble Sol, Sol, Do, Mi, on vient par le haut, on a plutôt Fa, Mi, Ré. Et parce que l'appoggiature Mi, le Mi appoggiature du Ré, est attaqué par le dessus. On dit qu'en général, on ne vient pas, on ne va pas attaquer le Mi en venant de la note inférieure. Eh bien si, dans le cas du 6-5, justement. Voilà. Je voulais le dire, c'est peu de choses, je le dis. On l'a ici. On a ici Do qui monte sur Ré. Alors, il faut évidemment remettre tout ça à plat. Je vais le faire pour des raisons pratiques. J'efface mon exemple qui est en Do majeur, je le fais en Si mineur. Je suis, attention, désormais en Si mineur avec mes deux dièses à la clé. J'ai évidemment ma dominante qui va aller sur la tonique. Le Fa dièse chiffré dièse, c'est un accord qui sera Fa dièse, La dièse, Do dièse, mais il va être pourvu ici d'une carte sixte qui se résoudra sur la quinte et la tierce majeure. Le chiffrage habituel est quarte et sixte, puis dièse, il ne suffit. Ça n'est pas la peine de mettre le 5. Mais je le mets ici pour bien montrer. Résolution de la sixte sur la quinte, résolution de la quarte sur la tierce diésée, sur la tierce majeure, la sensible. Bon, je fais précéder ça du Mi chiffré 6-5, et je vais utiliser la même écriture que j'ai utilisée précédemment quand j'étais en Do majeur. Je vais donc avoir ceci. Mi, Sol, Si. Déjà, j'écris Mi, Sol, Si. On voit bien que c'est un accord de Mi mineur. Ça justifie l'usage du 5. Et puis, Mi, Sol, Si, Do dièse, ça justifie l'usage du 6. Si j'allais sur un accord de dominante directement, le Do dièse resterait à sa place, et j'aurais bien sûr ça. Mais si je veux utiliser la carte sixte, dite carte sixte de cadence, eh bien, je monte ici. Voilà. Le Do dièse monte. Ça n'est rien, mais je voulais le signaler. Alors, je vais faire encore une petite pause, et après, j'ai une tonique qui est ce qu'on appelle soit cadence A, comme je viens d'écrire, soit cadence B, dans d'autres cas, mais ça, c'est un autre sujet qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Je voudrais maintenant dire que je conseille de faire quand on est, ceux qui me regardent, je pense que c'est ça le but recherché, c'est d'aller un petit peu profondément dans ces finesses d'écriture. Donc cette observation, il faut la faire. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que j'ai déjà proposé à de maintes occasions, mais on constitue un petit répertoire fait de 2-3 exemples. Après, c'est 10, 20, 30 au fur et à mesure qu'on enrichit ses connaissances. Et il suffit de 2-3 exemples de petits repères pour dire quand je vais écrire ça suivi de ça, j'aurai bien ça à chaque fois. Je donne un exemple. Dans la sonate de Beethoven, je les ferai en mémoire, c'est pour ça que je le dis, sonate clair de lune. J'ai montré, je ne vais pas en parler maintenant, ce serait vraiment hors sujet, ça me lancerait dans des hors-propos, mais j'ai quand même une section que j'ai appelée section B dans mon analyse, je ne vais pas redire où elle est, je pourrais montrer éventuellement la mesure exacte, je ne l'ai pas sous la main là, la sonate, mais enfin c'est une section en Si mineur, la sonate étant Fa dièse mineur, en Do dièse mineur. Alors ça tombe bien, la section à laquelle je fais allusion est en Si mineur. Je vais quand même... Voilà, j'ai le texte, je vais quand même citer la mesure exacte pour qu'on voit la validité. Alors ça tombe très très bien. Le passage auquel je fais allusion est en Si mineur. Donc on a la même écriture. Alors, je ne vais pas l'écrire, mais c'est à la mesure... Ah ben, il n'y a pas les mesures. Donc je les compte, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À la 13e mesure, donc de la 13e à la 14e mesure, je ne réécris pas le texte de Beethoven, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un accord 6-5
qui va sur un accord de dominante doublement apogéturé par la quarte sixte de cadence. Donc on retrouve cet élément-là. Il faut le remarquer. On a ça par exemple dans une étude de Chopin en fa mineur, avec ces triolets qui vont très vite, les arpèges de main gauche. Si on plaque la main gauche, si on plaque à deux mains la main gauche, on voit une belle harmonie écrite à quatre voix, un peu comme un choral. Alors évidemment, il y a des décrochages qui, encore une fois, sont des licences, des permissions qu'il se donne à lui-même au profit des arpèges. Mais il y a un moment, il y a un enchaînement, 6, 5, quarte et sixte, on a ce même enchaînement, c'est en fa mineur, les basses sont donc si bémol, do, fa. Eh bien, le si bémol porte un accord 6-5, le do porte un accord quarte et sixte, on trouve le même enchaînement. Donc il faut le noter, et c'est de cette manière, encore une fois, je le répète, qu'on pénètre bien au fond de ces principes d'écriture et qu'on les retient. Alors je dis une autre petite chose, chez Beethoven, non seulement il écrit 6-5, il écrit fa, mi, fa, mais il fait un petit décrochage, il écrit mi, sol, fa. Donc il change d'état, il passe de l'état 6-5 à l'état 4-3. Le résultat pour le do dièse est le même, donc ce que je viens de dire, je viens de le dire un peu rapidement, mais je demande une attention particulière pour retrouver qu'il faut aller voir la partition de Beethoven, bien comparer ces deux éléments et bien les comprendre. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Chez Couperin, cette section-là, c'est ce que j'appelle, donc enfin j'appelle ça, n'est pas moi, je dis c'est ce que j'appelle, c'est pas moi, c'est la section cadentielle. La cadence proprement dite est ici, dominante apogéturée résolue tonique, dominante tonique, ça c'est la cadence proprement dite. Ici, c'est bien une cadence parfaite. Cette cadence précédée d'un accord, il s'agit bien d'une section cadentielle avec donc prédominant, dominant, tonique. Donc je poursuis et je termine cette observation de la section cadentielle. Je disais donc que la sixte résout sur la quarte se résout sur la tierce. C'est bien le cas ici. Voilà la quarte et sixte. La sixte se résout sur la quinte se résout sur la tierce. On est bien d'accord, je ne le redis pas, je cherchais à le redire pour être encore plus clair, mais je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Ici, il faut bien, pour ceux qui ne sont pas encore complètement au fait, c'est une bonne occasion de revoir la section, pas la section cadentielle, la résolution de la quarte et sixte, dite classiquement quarte et sixte de cadence, parce qu'elle est dans la section cadentielle, c'est la double apogéture de l'accord de dominante. Voilà. Alors, donc ici, on a en soi déjà fa dièse, do dièse, la dièse, l'accord de dominante, chiffré dièse à l'état fondamental, et vient se rajouter tout à fait enfin la septième. Voilà. La septième qui se résout directement sur la tierce de l'accord de tonique. Voilà, ça c'est une première chose. Donc je viens ici, qu'on soit bien d'accord, d'analyser, enfin je ne sais pas si je dis analyse, simplement d'écrire cette section cadentielle. Sous-dominante, que j'appelle prédominante, dominante doublement apogéturée, apparition de la septième, et accord de tonique. Je vais en dire deux mots aussi après de ça. Maintenant, je fais observer que ça, la section cadentielle, peut être considérée, on peut l'élargir, l'observer à partir d'ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un enchaînement tonique dominante, puis tonique dominante. Et cette dominante va sur la tonique à nouveau. Mais là, évidemment, l'intérêt ici, c'est que là, et c'est très beau, évidemment, il faut l'entendre, il faut bien l'écouter, bien rejouer plaqué, bien rejouer comme est écrit le texte. La tonique, pardon, l'accord de si mineur n'est plus si mineur, mais devient si majeur. Et ça, c'est très beau, très intéressant. Dans un texte comme ça, aussi simple, il y a beaucoup d'infimes petites subtilités qui font toute la saveur de ces textes, qui sont extrêmement beaux, extrêmement poétiques, extrêmement fins. C'est qu'il aurait très bien pu, je vais le faire en plaquant, il aurait très bien pu écrire un ré Descartes, tout simplement. Ça sonnait très bien, bien sûr, mais il écrit un ré dièse. Ce ré dièse, évidemment, appelle le mi, pardon pour toutes les flèches. Ce fa dièse est un mouvement dynamique, enfin dynamique, le terme est un peu exagéré, ré dièse mi fa, qui va vers le... Voilà, je le fais entendre, très simplement, je fais entendre le premier accord, tonique, tonique, dominante. Alors voilà maintenant le changement de position de l'accord, et je fais mineur, je fais ré béca. Bah, c'est très bien. Résolution. Alors je fais maintenant, je porte une attention ici. On écoute bien cette dominante.
Alors, je vais écrire maintenant, c'est très intéressant, c'est comme ça qu'on rentre dans l'écriture. Je vais écrire, je vais prendre, pardon, ce tableau et devient illisible. La vraie résolution est La, Si, Fa reste Fa. Ré bécard, si je reste strictement en mi mineur, sans emprunt à la sous-dominante. Le Ré dièse est un genre de création de sensible, est un emprunt à mi mineur, c'est-à-dire à la sous-dominante, à cet accord qui a fonction de sous-dominante que j'appelle prédominante. Ça n'est pas vraiment un accord de mi mineur, mais c'est comme si, c'est ça qui est intéressant, on le voit bien. Je disais que la sixte était rajoutée à l'accord de mi mineur. Pardon, je fais se télescoper mes propos. La sous-dominante est si et mi sol si. Si rajoute, on voit bien que le mi, le do dièse est un rajout. La sixte est un ajout à l'accord de quinte. Et on voit bien que ce qui prévaut dans l'imaginaire, je dirais, enfin dans la sensation musicale, c'est que cet accord-là est un emprunt à la sous-dominante mi. Voilà, bon, j'espère avoir été clair. Je reviens à mon propos ici. Je ne fais pas le changement de position. J'ai donc bien ça, Fa, Do, Fa, La dièse, qui va sur un accord de tonique renversée, Ré à la basse. On l'écoute bien. Fa ici, va sur Ré. Or j'ai Fa, qui va sur Ré dièse. Et ce Ré dièse, évidemment, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il entraîne, bien sûr, il entraîne le Mi. C'est ça que je voulais montrer. Donc ce Ré dièse ici est très important à noter. Il fait partie il rend la section cadentielle dynamique. Il porte, il emmène la section cadentielle. Voilà, je tenais à le montrer. Donc, ici, petite observation sur cet accord. D'une part, la basse est diésée, l'accord est donc majorisé, c'est donc un accord de tonique qui est majeur, qui a un peu une fonction de dominante de la sous-dominante, premièrement. Deuxièmement, évidemment, il y a le changement d'écriture, la permutation des voix. C'est-à-dire que ça est en quelque sorte renversé au sens strict du terme. Voilà. Bon, alors maintenant, je voudrais montrer une caractéristique de l'écriture, non pas de Couperin spécialement, mais de l'écriture du clavecin du XVIIIe siècle qu'on trouve chez tous les clavecinistes. Les clavecinistes, les deux plus grands clavecinistes, évidemment, par leur œuvre, essentiellement Couperin, d'ailleurs, le volume de l'œuvre de clavecin de Couperin est vraiment très important. Rameau aussi, un petit peu moins. Rameau s'est occupé beaucoup d'opéra. Enfin, Couperin a fait aussi d'autres choses, d'ailleurs, mais les œuvres de Rameau sont importantes, il y a plusieurs suites, et celles de Couperin sont particulièrement importantes en volume. Ce que je voulais montrer, c'est que très souvent, alors comment le formuler? Quand on arrive en cadence, dans les sections cadentielles, sur l'accord de tonique ou sur l'accord de dominante, quand on y arrive avec la tierce soprano, j'espère être clair, il y a souvent ce petit dessin qui doit ne peser rien du tout. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'écriture est accomplie, elle est finie, elle est complète. Elle est complète ici, je mets un point d'orgue. Ça, c'est terminé. Et ça aussi, c'est terminé. Je joue juste ça. J'ai donc ça, je retrouve sur ma partition. J'ai donc ici, donc sol, si, donc j'ai bien quartet sixte. Voilà, et c'est fini. Et ce qu'on va trouver à cette époque, c'est juste une petite chute comme ça. Et on va le trouver aussi bien sur la tonique que sur la dominante. Par exemple, je vais faire ça. Je suis en do mineur. Voilà une demi-cadence. Je suis sur, comment dire, do mineur, tonique, accord de sixte sur fa. Et repos sur dominante. Voilà. Et bien, à cette époque-là, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais ce... Par exemple, ou ça. Bon, je m'amuse à faire mes petits ornements pour donner un petit caractère XVIIIe siècle. Ce que je veux dire, c'est que, je redis, je crois que je ne suis pas très clair, en fait je le sens un petit peu. Les tierces au soprano de l'accord de tonique et de l'accord de dominante sont souvent présentes dans les cadences. Et en général, j'ai cette petite chute, Ré, Do, Si, troisième degré, Do, Si. Ça ne pèse rien. Ça a très peu de poids.
Il en va de même pour la corde dominante quand je suis en Do, j'arrive sur le Si au soprano, avant que la phrase redémarre, ou de faire Si, par exemple ça, Si. Par exemple, eh bien je vais voir ça. Voilà, j'ai eu Si, La, Sol, Do, voilà. On a ça très souvent, et on remarquera que quand je suis en Do mineur, le Si est bécard, et que par conséquent le La est bécard pour aller vers le Sol. C'est donc ce qu'on appellerait de manière un peu plate et presque un peu bête, loin de moi l'idée de dire que c'est bête, puisque j'utilise moi-même la chose, c'est du mineur mélodique ascendant dans une forme descendante, mais c'est normal. Le Si doit être absolument bécard dans le repos sur dominante. La sensible est présente, elle est indispensable dans l'écriture tonale. Donc évidemment, il en découle Si bécard, La bécard, Sol, Do, etc. J'espère avoir été clair, c'est un petit point que je voudrais faire remarquer. Là aussi, il serait nécessaire de prendre des exemples, et plutôt pas mal d'exemples. Alors il suffit de prendre par exemple un recueil de Couperin et de tourner les pages pour assez facilement trouver cette petite formule quand on a la station sur la corde tonique, ici dans le cadre de la cadence parfaite, ou la station sur la corde dominante dans le cadre de ce qu'on appelle le repos sur dominante ou demi-cadence. Voilà, c'est donc beaucoup plus clair comme ça, je pense. Je propose ici de résumer oralement le texte intégral. Il faut être capable de le faire, je pense que c'est intéressant. Comme je le dis, on décrit la pièce comme on raconte une petite histoire. Évidemment, on est loin de la musique proprement dite, mais mentalement, c'est une manière de synthétiser et de mémoriser l'ensemble de la pièce. Donc la pièce fait 16 mesures. Une première partie de 8 mesures que j'appelle A, une seconde partie de 8 mesures que j'appelle B. Dans la partie A, 8 mesures sont 4 et 4. Les 4 premières mesures sont une alternance tonique, dominante, tonique, dominante. Voilà. Donc j'ai tonique fondamentale, dominante renversée, tonique fondamentale, dominante fondamentale. Donc les basses, je les mémorise tout de suite, sont bien Si, La dièse chiffré 6, puis Si, puis Fa dièse chiffré dièse, c'est-à-dire accord à l'état fondamental majeur. Ensuite, les 4 mesures qui suivent sont une section cadentielle. Les basses sont Ré dièse, emprunt à Mi, puis Fa dièse quarte 6 qui se résout, puis Si. Je redis donc toutes les basses que j'ai tout de suite mémorisées quand on a analysé. C'est un peu ça vers quoi je veux tendre, faire comprendre, enfin je crois que c'est tout à fait compris, que c'est très évident, que le jeu au clavier, mais le jeu dans l'écriture aussi, c'est de mémoriser très rapidement un texte en ayant compris sa structure, sa construction. Donc je redis les basses, 4 premières mesures de A, Si, La dièse, Si, Fa dièse, 4 mesures qui suivent de A toujours, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Si. Eh bien, la seconde partie, la partie B, c'est la même chose, ce sont les mêmes basses, c'est le même texte. À cette différence près que j'évoquais, mais je pense ne pas avoir été très clair, donc j'y reviens, c'est que je l'ai écrit ici, la petite formule du coucou proprement dit, le coucou, ici est Si, Fa, il se permute ici en Fa, Si, et dans la partie B, j'ai donc A1, A2, les 4 premières mesures, les 4 mesures d'après, dans la partie B, cette fois-ci je commence par cette forme, et je finis par celle-ci. Voilà, il y a quelque chose d'assez symétrique, qui évoque d'ailleurs une formule qu'on appelle chiasme par ailleurs, chiasme, j'ai bien dit, mais bon, là, je crois que ça n'est pas du tout ça dont il s'agit, mais enfin, il y a cette espèce de symétrie, hein, voilà, dans l'écriture. Alors, je propose même une chose qui serait assez intéressante à faire, c'est de prévoir la pièce. On a des fois des surprises, mais c'est justement là que c'est intéressant. C'est d'écrire la pièce comme il semble qu'elle soit écrite, sans pour autant l'avoir vraiment consultée. À partir du moment où je dis les harmonies sont les mêmes, l'état des accords sont les mêmes, donc on va voir Si, La dièse, Si, etc., Fa, mais avec cette écriture pour commencer, avec cette écriture pour finir. Et on verra, bien sûr, que la section cadentielle aura un visage assez différent du fait de la position qui est quand même bien différente. Donc je propose, avant même que j'écrive cette partie B, je ne vais m'occuper que de la section cadentielle, je ne vais pas réécrire le début, parce que la section cadentielle de ce fait est d'un aspect assez différent, mais je propose de l'écrire, d'en prévoir l'écriture sous forme d'écriture non pas avec ce jeu brisé, propre au clavecin imité du luth, mais sous forme d'accords plaqués. Voilà. Donc, partie B2. Voilà, je vais écrire section cadentielle, la fin du texte.
Voilà donc le texte, il était évidemment très simple à concevoir. On a bien les basses ici, Ré dièse, Mi, Fa dièse et Si. J'écris Si de cette manière parce que dans le texte, il en fait un petit arpège brisé. Donc je laisse tomber ça, je termine par sous-dominante, dominante, tonique, c'est la sous-dominante précédée de sa sensible, et une tonique ici. Lui, il fait un petit dessin, je vais réécrire après l'écriture réelle. Donc on finit par ainsi une tonique. Ce qui est intéressant évidemment à voir, c'est que cet accord débouche forcément sur celui-ci, et en fait, la section précédente, la section cadentielle de A, de la partie A, était que nous avions évidemment ces notes ici. J'avais Si Fa, Si Sol, Si Fa. C'est donc extrêmement simple. La note du dessus est passée en dessous. Donc l'élément Fa, Sol, Fa qui reste Fa est désormais à l'alto, si on conçoit bien les quatre voix, au lieu d'être précédemment au soprano. Voilà, c'est une simple permutation. Alors après, il faut voir, évidemment, moi j'ai simplifié mon écriture en mettant deux blanches. Il faut bien observer ici, c'est bien un accord de sixte, c'est bien l'accord 6-5. On voit bien le Do dièse qui monte sur le Ré tel que je l'ai montré. C'est un accord de quarte et sixte qui se résout et qui donne ici un accord de tonique finale, donc une cadence parfaite et une section cadentielle qu'on peut considérer dès le Ré dièse. Voilà, donc je vais écrire le texte pour qu'on l'observe bien, et il est d'une simplicité. Je propose même, encore là aussi une fois, de l'écrire soi-même, autrement dit de prévoir. C'est une chose très simple, évidemment, toute œuvre n'est pas aussi prévisible que celle-ci. Je ne dis pas qu'elle est prévisible au sens qu'elle serait simpliste, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais enfin, quand on connaît le procédé d'écriture, il n'est pas difficile de la restituer. Voilà, c'est tout, je vais donc l'écrire. Voilà donc le texte réel, je n'en dis pas beaucoup plus, il s'agit bien du texte tel qu'on pouvait le prévoir. Il est très intéressant de noter la belle écriture de la quarte et sixte qui se résout ici, de la septième qui descend sur la tierce, de la sensible qui monte, l'enrichissement ici, comme on le voit par exemple chez Bach, j'en ai parlé à de nombreuses occasions, c'est que l'accord de tonique finale, même quand on est à deux voix par exemple, peut être renforcé. Donc l'écriture stricte eût été Ré et Si, le Mi censé, bien qu'on passe mélodiquement Mi la dièse, mais c'est un peu comme si c'était deux voix. Là on a bien deux voix, on est bien d'accord. J'essaie de le faire comprendre. Ici on a le Si et le Fa qui sont certes alternés, donc autrement dit, il faut, si on est flûtiste par exemple, oboïste, violoniste, c'est une seule ligne mélodique qui le joue. Mais en fait ce sont bien deux voix. De la même manière, on a bien ça. Deux voix. Donc on a bien cet enchaînement. Voilà. Donc le Mi va bien sur le Ré, le La dièse monte bien sur le Si, le Do descend sur le Si, et le Fa dièse descend sur le Si grave ou sur ce Si-là tel que je l'avais écrit. Alors il y a une chose qui est donc intéressante, c'est de voir ici que l'accord de tonique, il aurait très bien pu écrire un accord de tonique et finir tout simplement sur le Si à la main gauche. Évidemment, il fait ce petit dessin qui est une évocation, ça aussi c'est un élément extrêmement fin, qui n'a pratiquement pas de poids, il est très bref, il est très fugitif, mais il conclut de manière très fine le texte avec cette petite évocation du motif et du coucou, puisque coucou il y a, coucou, coucou encore une fois ici. Voilà, je trouve que cette petite pièce est magnifique. Les pièces de Couperin méritent d'être écoutées. Alors je suggère de bien écouter les pièces de Couperin. Il y a beaucoup d'enregistrements sur Internet, donc évidemment il y en a une quantité vraiment très grande qui pourrait créer de la lassitude si on écoute ça, si on en écoute beaucoup. Mais je suggère par exemple d'explorer un ordre, comme par exemple le 13e ordre, qui comprend ces dominos, et d'écouter les différentes versions. Il y a des choses vraiment magnifiques. Alors il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, parce que je ne suis pas, bien sûr, je le sais, je connais, mais je ne suis pas spécialiste de ça, c'est l'ornementation chez Couperin, l'ornementation dans la musique de clavecin française, qui a quand même des spécificités bien particulières qui la différencient, malgré les points communs de l'ornementation chez Bach. Donc là, je ne me lance pas là-dedans, mais il est évident que dans tout ça, ici par exemple, il y a un ornement, ici il y a un ornement, il faut les connaître. Il y a des tableaux d'ornement, mais il faut en avoir une pratique bien précise. Il ne suffit pas de se fier au tableau, il faut en avoir une connaissance approfondie. Je sais par mes connaissances personnelles, j'ai connu quelqu'un une étudiante plus exactement, qui était à la Hochschule de Hambourg, par exemple, qui est un conservatoire de type conservatoire national en France.
Je sais que dans les classes de piano, mais je pense que ça concernait d'autres classes, pour les classes de piano en tout cas, qu'elle fréquentait à l'époque, il y avait un cours hebdomadaire d'ornementation. Donc on y étudiait l'ornementation chez les Allemands comme Bach, ou chez des gens comme Handel, ou chez les Italiens, mais donc on y consacrait un cours hebdomadaire pendant toute l'année scolaire. C'est dire qu'il y a beaucoup à dire, et j'invite aussi à écouter le piano, bien sûr le clavecin, d'abord le clavecin, mais aussi le piano, et je signale le goût qu'ont, je l'ai dit tout à fait en début de cette présentation, le goût qu'ont les pianistes russes pour le clavecin français. Ça peut être un peu étrange, parce que des gens comme Sviatoslav Richter, comme enfin, beaucoup de Russes, comme le fameux Sokolov dont j'ai parlé, ont une prédilection pour le répertoire russe, comme par exemple Prokofiev, qui est un répertoire extrêmement solide, extrêmement puissant, par rapport à la finesse du clavecin. Je ne dis pas que Prokofiev n'est pas fin, c'est pas ce que je veux dire, mais il déplace quand même des volumes sonores souvent très importants. Eh bien, les pianistes russes ont une prédilection pour le clavecin français. Souvent, les récitals où on a du Schubert, du Bach, du Beethoven, du Chopin, du Prokofiev, du Rachmaninov, souvent les bis, par exemple, sont une petite pièce de Couperin. Et c'est quand même très très touchant de voir ce pianiste qui a déclenché des orages incroyables avec par exemple la 7e sonate pour piano de Prokofiev et son dernier mouvement qui est joué par Sokolov. J'invite aussi à l'écouter, le fameux Precipitato qui est assez connu, le dernier mouvement de la 7e de Prokofiev. Eh bien, il faut savoir que ce Sokolov finit son récital avec une petite pièce un peu comme celle-ci ou d'autres, ou des pièces de Rameau. Voilà. Donc j'invite à écouter ce répertoire absolument magnifique.